Cécile Vessier, bonjour. Vous êtes historienne, vous êtes spécialiste du monde russe et ex-soviétique, vous enseignez à l'université de Rennes et surtout vous venez de publier un livre qui s'intitule « Les réseaux du Kremlin en France ». Ce livre, c'est une enquête sur ceux qui organisent ce qu'on peut appeler une nouvelle guerre d'influence menée par le pouvoir de Vladimir Poutine en Europe et, dans ce cas précis, en France. Alors cette Russie de Poutine reconstruit ce que vous appelez un soft power. Alors on va commencer par ce que vous appelez, et c'est le plus spectaculaire, c'est ce que tout le monde peut voir en surfant sur Internet, c'est-à-dire la guerre de l'info. Racontez-nous le dispositif mis en place par le Kremlin. D'abord, je dirais, quand on parle de soft power, tous les États, tous les grands États ont un soft power. C'est-à-dire, un soft power, c'est quoi? C'est ce qui va faire que des gens ont envie d'aller en vacances chez vous, ont envie d'aller étudier dans vos universités, ont envie d'acheter vos produits. Donc, tous les pays ont un soft power, y compris la France, y compris bien sûr les États-Unis. La Russie essaie d'avoir un soft power, sauf qu'elle est très handicapée parce qu'elle n'a pas de grande marque, parce que son cinéma n'est plus ce qu'il était, parce qu'il n'y a pas de culture exportable. Donc, elle essaie, malgré tout, d'avoir un impact sur en fait, l'ensemble des Français, en commençant, comme vous l'avez dit, communauté par communauté, pour, je dirais, faire admettre sa vision des choses sur un certain nombre de problèmes. Et actuellement, on le voit très clairement sur l'Ukraine. Donc pour cela, la Russie a, et ça, là, elle est un petit peu différente des autres États comme la France ou les États-Unis, c'est-à-dire qu'elle renoue avec une tradition soviétique finalement de propagande très forte, et elle a notamment créé un certain nombre de médias qui diffusent les versions du Kremlin en français. Donc, on a ces médias qui ont été récemment recomposés, donc on voit l'importance qu'ils ont. Par exemple, les chaînes Sputnik. Donc, on a Sputnik en français. Alors, Sputnik, c'est essentiellement un site internet. Ce sont des pages sur Facebook. Alors, vous avez tout. Vous avez des petits chats, vous avez des photos de Sibérie, vous avez des trucs complètement démentiels. Et puis, vous avez la version que le Kremlin cherche à imposer sur un certain nombre d'événements politiques, comme l'Ukraine, comme la Syrie, etc. Donc vous avez ça, et partout dans le monde, c'est-à-dire que ça se fait dans de très nombreuses langues. Et alors là, vous expliquez dans votre livre comment est mêlée l'explication d'une vision et d'une stratégie politique, et en même temps des soi-disant infos qui peuvent apparaître comme complètement déflagratoires, et je dirais plus c'est gros, plus ça passe. Voilà. Vous citez l'exemple de la mort d'un enfant de 3 ans. Voilà, c'est-à-dire que je crois qu'à un moment, il ne faut pas se dire, comme éventuellement certaines personnes extérieures le pensent, que finalement c'est un petit peu interprétation contre interprétation et point de vue contre point de vue, on est plutôt pro-russe ou pro-américain. Bon, ceci dit, être pro-russe, ça ne veut pas dire au contraire soutenir le Kremlin en tout. Mais là, on parle de choses très très concrètes, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cet exemple, la première chaîne russe a diffusé une information il y a quelques mois en disant qu'un enfant de 3 ans dans le Donbass avait été crucifié devant tout un village. Donc si vous voulez, vous êtes par les nazis ukrainiens. Par les nazis ukrainiens. Donc vous êtes saisi d'horreur en vous disant mais est-ce que les gens sont devenus tellement dingues qu'ils sont capables de faire ça? Sauf que, alors tout ça s'est répandu justement par Sputnik, par une autre chaîne de télévision qui diffuse en anglais, en espagnol et en arabe, pas encore en français, qui est Russia Today, qui est absolument du même ordre. Vous êtes saisi par l'horreur, et des journalistes russes d'opposition ont enquêté, sont allés sur place en disant si cet enfant a été crucifié devant tout un village, il y a des gens qui l'ont vu. Sauf que personne ne l'a vu. Cet enfant n'existe pas, la mère n'existe pas, c'est-à-dire que l'affaire, c'est pas qu'elle est détournée, c'est qu'elle est fausse. Donc à un moment, cette guerre de l'information, c'est de savoir si effectivement on a crucifié cet enfant ou pas. Je vous donnerai juste un autre exemple qui a marqué, c'est l'histoire de l'avion de la Malaysian Airlines. Cet avion qui a été abattu au-dessus de territoires de l'Est de l'Ukraine. Donc, si vous voulez, la guerre d'interprétation sont les Ukrainiens, sont les Russes, sont les pro-russes du côté est ukrainien, etc. Et puis, vous voyez apparaître dans les médias du Kremlin une version
en disant, mais vous savez, dans cet avion, il y avait des cadavres qui avaient été, alors je ne sais plus comment, lyophilisés ou je ne sais pas quoi, je veux dire, remplis d'une substance en Allemagne, avec toutes sortes de détails, tout je ne donne pas l'adresse, et ils étaient tous morts depuis plusieurs mois, parce qu'en fait, c'était le cadavre du vol précédent de la Malaysian Airlines. Et là, vous vous dites, bon, quel est le but de cette propagande? Quel est le but de ce genre de choses qui sont complètement insensées? Et là, vous avez des anciens journalistes russes ayant immigré qui vous disent, mais vous savez, ça, ce sont des pratiques du KGB tout à fait courantes qu'on nous a enseignées il y a plusieurs décennies dans ce qu'on appelait les chaires militaires de l'école de journalisme et qui consistent en fait à provoquer des espèces de chocs émotionnels sur les gens pour qu'ensuite, finalement, tout perde son sens et que les gens ne puissent plus analyser ce qui se passe. Et c'est ce que font alors des sites comme Sputnik en permanence, où vous avez des choses aberrantes, mais si vous voulez, c'est accessible. Donc vous avez par exemple des étudiants qui viennent vous voir en disant « Ah mais oui, mais est-ce que je peux suivre sur Sputnik ?» Ben non, sur Sputnik, c'est n'importe quoi. Vous avez Russia Today, et puis il ne faut pas oublier dans cette guerre de l'info quelque chose de très spécifique, et là aussi ce sont des journalistes russes qui l'ont montré, ce sont les fabriques des trolls, c'est-à-dire des gens, notamment à Saint-Pétersbourg, mais pas qu'à Saint-Pétersbourg, qui sont payés pour diffuser un certain nombre d'informations sur les réseaux sociaux. On a les salaires, on a, je dirais... commenter, on en a eu quelques-uns sur Mediapart. Tout à fait, c'est-à-dire qu'ils sont très efficaces en Russie, ils existent, ils ont été chez Mediapart, ils fonctionnent en France, ils fonctionnent en Grande-Bretagne, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont payés pour avoir 50 profils Facebook et je ne sais combien de Twitter. Il y a eu des études scientifiques, je dirais, qui ont montré, en se basant sur les adresses IP, et qui répandent la bonne parole en essayant, en cherchant finalement à convaincre des gens de bonne volonté qui se disent « Ah bah tiens, si Ivan Ivanov me dit ça, c'est Ivan Ivanov qui a raison ». Alors, deuxième point, c'est la prise de contrôle méthodique entreprise depuis plusieurs années par le Kremlin ou les cercles proches du pouvoir, prise de contrôle des organisations de la communauté russe en France, qui est une communauté qui demeure très importante. Oui, tout à fait. Alors, en même temps, on parle de communauté, la communauté russe ou russophone, parce qu'elle inclut aussi des Ukrainiens, des Moldaves, etc., elle est quand même d'abord extrêmement disparate et divisée. C'est-à-dire que vous avez aussi bien les Moldaves qui sont, je dis Moldaves comme je pourrais dire autre chose, hein, qui sont arrivés il y a 5 ans, et puis des gens qui sont arrivés juste après la révolution d'octobre. Les Russes blancs. Ce qu'on appelle les Russes blancs. Et qui ont gardé, donc ils sont arrivés tous après des tragédies épouvantables, qui sont devenus des Français, depuis 2 ou 3 générations, mais qui ont gardé un certain nombre de traditions, qui ont gardé, par exemple, une pratique religieuse dans les églises russes, qui ont gardé la célébration de fêtes, qui ont gardé à des degrés plus ou moins grands la langue, des prénoms, c'est-à-dire que c'est une communauté française attachée à ses racines russes. Et effectivement, on voit, alors on peut le dater en plus très précisément, c'est-à-dire, et ça c'est une vieille dame de cette émigration qui m'a aidé à le dater parce qu'elle avait bien vu ce qui se passait, c'est à partir de 2003. C'est-à-dire qu'à partir de 2003, on a des grandes opérations de séduction sur ces gens-là, avec notamment la réalisation d'un certain nombre de films, pour leur dire finalement il faut se réconcilier. Et effectivement, c'est très bien la réconciliation, bien sûr qu'il faut se réconcilier. Sauf que certains dans l'immigration disent d'accord, il faut se réconcilier, mais il faut d'abord se mettre d'accord sur l'interprétation de l'histoire. Bon, ça, le travail historique n'est pas fait. C'est-à-dire, ce qui fonctionne, c'est ce qui est mis en œuvre, on va dire, c'est la séduction. Et la création, parce que vous parliez d'institutions et d'organisations, il n'y avait pas d'organisation. Il y avait des rencontres informelles, il y avait éventuellement peut-être la CER, qui était un cercle de jeunesse chrétienne et d'aide aux chrétiens en Union soviétique, par exemple. Vous aviez ce genre de communauté, mais ils ont effectivement recréé des structures, et le problème de ces structures, c'est qu'elles dépendent de l'ambassade. Alors, en même temps, on trouve pour ce contrôle de la communauté un mélange étrange de politique russe, je dirais de proches de Poutine, de militants pro-Poutine, oui, et d'héritiers de familles de l'ancien régime du 19e, vieille aristocratie russe. Comment tout ça a pu se lier ? Je dirais, ça s'appuie en fait sur 2 choses. Ça s'appuie, ou sur 3 choses.
d'une part sur une certaine nostalgie de gens qui effectivement ont eu des grands noms, ont eu des titres princiers. C'était Cheremetiev. Il y a Cheremetiev qui est très actif, vous avez l'un des Troubetskoy qui est très actif aussi dans le business, et vous avez celui qui a signé, je dirais, une des principales lettres de soutien au Kremlin dans cette affaire ukrainienne, qui est Dmitri Sharavskoy, ancien professeur des universités en France. Et je crois qu'il y a toute une part de nostalgie pour ces titres, pour cette époque. Un plaisir d'être reconnu, c'est-à-dire que je crois que l'ambassade a un champagne excellent et fait des fêtes absolument excellentes et peut inviter les gens à des séjours tout à fait. Ce qu'elle a fait, par exemple, quand je parle d'une croisière qui a eu lieu, qui devait être absolument magnifique, où on remontait jusqu'à la Crimée pour redécouvrir, c'est-à-dire, bon, c'est sympathique et c'est attrayant. Certains d'entre eux ont, notamment parmi les plus jeunes, ont aussi, je dirais, un petit peu des espoirs en disant mais peut-être qu'on va réussir à faire du business avec cette Russie si on est reconnu comme des privilégiés. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu des rêves comme ça d'argent, de succès, etc. Et vous avez des gens, y compris du côté russe, et y compris, je dirais, dans des anciens, ce qu'on appelle les rapatriés, c'est-à-dire des anciens émigrés, rapatriés en Union soviétique, qui ont vécu l'enfer là-bas, et qui se trouvent, dont je pense à un en particulier, qui se trouve près du richissime Malofeev, celui d'où vous avez montré très bien qu'il est très actif pour financer le FN. Voilà, qui est un oligarque très proche de Poutine. Voilà, et à côté de lui, il a depuis des années un prince géorgien qui a fait partie de ces rapatriés, dont la fille a épousé le fils de M. Sharavskoy. Et donc, c'est un petit peu un même milieu. Donc, avec ce mélange d'émotions, de nostalgie, et derrière, ce ne sont pas des anges, ce sont tout sauf des anges. Et ils vous il y a beaucoup d'argent qui circule. Il y a énormément d'argent, et puis c'est un enjeu, si vous voulez. C'est un enjeu en Russie, parce que, alors si vous voulez, donc, le prince Sharavskoy et son épouse font une petite lettre pour dire on soutient le Kremlin, qui est méchamment attaqué par des russophobes, alors que les russophones sont attaqués en Ukraine et que le monde russe existe, etc. Et puis ils publient ça sur un petit site absolument inconnu de tout le monde. Sauf que 2 jours plus tard, vous voyez cette petite lettre, je dirais, alors signée effectivement par des grands noms, je dirais, comme vous dites, du 19e, qui apparaît à la une d'importants journaux russes. La Rossiyskaya Gazeta, la Komsomolskaya Pravda. Et puis on vous dit, regardez, ce sont des princes. Les princes de l'immigration soutiennent la politique du Kremlin en Ukraine. Dernier point de ce soft power version Kremlin, c'est la politique. On ne va pas parler du Front National parce que je renvoie nos lecteurs et nos spectateurs à toutes les enquêtes qu'on a publiées sur le financement par les cercles du Kremlin du Front National. Mais ce qu'il apparaît dans votre livre, c'est des réseaux beaucoup plus complexes. Oui. D'abord, ancrés profondément dans l'extrême droite française, et où on retrouve aussi certaines personnalités de la gauche radicale. Tout à fait. Ancien du Parti communiste. Vous citez le cas de Daniel Blétrac, qui a été membre durant des années du comité central du PC. Comment ça s'articule tout ça ? C'est-à-dire que je crois qu'une notion qui est très importante, c'est la notion d'imaginaire. C'est-à-dire que toute une partie... Bon, il y a les gens comme le FN, et vous l'avez très très bien montré dans Mediapart, eux, ils ont besoin de sous, ils sont prêts à prendre des sous à peu près n'importe où, mais même envers eux, on a développé un imaginaire sur une Russie qui n'a rien à voir avec la Russie réelle, une Russie qui serait la Sainte Russie, défendant les traditions familiales et chrétiennes. Alors si vous voulez, les traditions familiales, elles sont largement détruites en Russie, elles sont bien plus vivaces en France, la chrétienté a été largement détruite en Russie, bon ça peut éventuellement renaître, mais tout ça, on est dans le fantasme. Et ce qui est fascinant, c'est que la Russie suscite des fantasmes. Or, par exemple, vous citez certains vieux communistes, mais de la dure, hein, comme Mme Brettrach. Si vous voulez, vous voyez dans le Donbass fleurir des drapeaux rouges. Toute une signalétique soviétique, pas communiste, soviétique, le mythe du mineur du Donbass. Et tout ça est complètement réactivé, touche
une corde sensible, parce que je ne pense pas du tout qu'il y ait un intérêt oui, c'est du reste le vocabulaire de cette époque, contre les bandéristes, les milices néo-nazis. Le combat contre le fascisme, on re-rentre dans un discours soviétique qui a été... Alors, et en plus, c'est un discours soviétique, c'est le discours de l'après-guerre, c'est le discours en fait... C'est la victoire de Stalingrad. C'est le discours entre 46 et 53, entre nous luttons contre eux, c'est le poème de Simonov, ce sont des fascistes, c'est clair, et nous sommes des communistes, c'est clair, donc nous nous battons contre eux. C'est-à-dire que effectivement, chez des gens, des vieux de la vieille communistes, et je raconte par exemple une cérémonie d'hommage à Stalingrad à laquelle j'ai assisté, bon, avec très franchement aussi des faux historiens, vous savez, des historiens, bon, on les connaît tous, hein, qui vous démontrent n'importe quoi, que Katyn, je dirais tout juste, n'a pas existé, etc. etc. Et là où quand même il y a un petit problème, et ça aussi on peut renvoyer à Mediapart, c'est chez les partisans de Mélenchon. C'est-à-dire que chez les partisans de Mélenchon, et Boulouk a fait un bon article là-dessus aussi, pour dire finalement, d'une certaine manière, Mélenchon est l'homme politique qui soutient le plus le Kremlin, en tout cas à gauche. Et il le fait publiquement, il le fait dans tout. Alors, l'intérêt, c'est qu'il y a aussi des gens à droite, je pense à François Fillon, oui. qui vraiment reprend la position russe oui. sur la Crimée, oui. sur l'Ukraine, oui. reprend notamment oui. le discours du Kremlin. oui. Donc il y a aussi Thierry Mariani, le sénateur de droite. Absolument. Donc il n'y a pas seulement Chevènement et Mélenchon d'un côté et le FN. Il y a aussi à droite beaucoup de gens qui soutiennent aujourd'hui la politique du Kremlin. On est absolument d'accord. Et vous avez oublié de citer Sarkozy. C'est-à-dire que Sarkozy, qui était parti avant sa première élection en critiquant les gens qui serraient la main de Poutine et en rappelant, je dirais, ce qui s'était passé en Tchétchénie, qui est devenu très pro-Poutine. Alors, il y a aussi des gens, je dirais, de conviction. Je pense à un universitaire comme vous, qui est quand même qui est connu, et ses écrits ont un impact fort, c'est Jacques Sapir, oui. qui, lui aussi, dans la défense des positions du Kremlin, pas de toutes, mais de la plupart, oui. sur la question ukrainienne, a été omniprésent. Écoutez, je crois qu'il faut lui demander. Non, il faut on lui l'avait demander. Invité, on l'avait demandé, du reste. Voilà, il faut lui demander parce que, je dirais qu'il y a quand même un problème Sapir. Quand je vois que Jacques Sapir, qui a été un universitaire absolument respecté, maintenant, on fait des chroniques sur Spoutnik. Si vous voulez, moi, les bras m'en tombent. Je ne peux pas vous dire autrement, les bras m'en tombent. Je crois que Jacques Sapir est peut-être un peu sorti de sa position d'universitaire pour réellement entrer en politique. On l'a vu quand il a appelé à former une espèce de front réunissant des gens comme... il y avait Chevènement, il y avait Dupont-Aignan, et allant jusqu'à Marine Le Pen. À mon avis, il n'est pas dans son rôle d'universitaire. Et je dirais, moi, ce qui me pose problème depuis plusieurs années, c'est que quand il parle... Alors, on comprend bien ses positions. Il est contre l'Union européenne et il veut qu'on sorte de l'euro comme monnaie unique. Bon, dans tous ses livres, il n'explique finalement que ça, j'irai sur des pages et des pages. Et finalement, ses prévisions et ses analyses de la Russie, excusez-moi, mais sont quand même très largement à côté de la plaque.